Bon, ici, je vais voir la loi de Laplace. Je vais voir la loi de Laplace sous la forme, donc, loi de Laplace sous la forme BLI. Voilà. Alors, il faut savoir que la loi de Laplace, ici, elle a d'abord été trouvée par une certaine manière. C'est-à-dire, on avait des charges électriques, Q, hein, animées d'une certaine vitesse. Donc, en sorte, c'était des charges électriques corpusculaires, hein, donc comme des électrons, quelque chose comme ça, qui circulent, hein, à une certaine vitesse. Et si on mettait un champ magnétique dans l'environnement de la charge électrique, il y avait une force de déviation qui était provoquée. Voilà. Mais ça, c'est la première loi de Laplace. Il y avait une force de déviation qui valait exactement F est égal à QV B. Donc la force était proportionnelle à l'induction présente, à la vitesse de, comment on appelle ça, de la charge Q et de la charge Q. Bon, mais ici, moi, il ne s'agit pas de voir cette loi-là, la force de déviation en fonction de la vitesse des porteurs. C'est pas le but. Je le ferai une autre fois, mais bon, ici c'est parce que je dois expliquer donc comment on appelle ça, j'ai besoin de la loi F égale BLI pour expliquer la déviation dans un écran de téléviseur. Mais dans un premier temps, je vais redémarrer à partir de l'élément DF. Je prends comment on appelle ça, un tuyau. Je ne vais pas prendre du corpusculaire. Ici, je prends non pas des charges libres dans l'espace dû à des électrons, mais je vais prendre des charges libres plutôt dans un métal. Voilà. Et alors, bon, je vais dire que DF, vous, d'après ce qu'on vient de voir, QVB, DQ, la vitesse vectorielle B. Voilà. Mais le problème, ça, il s'agit d'une loi, bon, plutôt qui fait référence à la vitesse des porteurs de charges circulant dans un environnement spatial. Maintenant, sachez ici que c'est une loi, je veux dire ici, on voit tout de suite, c'est une loi, comment on appelle ça, infinitésimale, hein, parce que je prends DQ, un élément de charge DQ, un élément de force DF, et voilà, donc en fait c'est une loi infinitésimale. Maintenant, il se pourrait que bon, les courants ne soient plus au niveau spatial, mais dans un métal. Donc j'ai des charges libres dans un métal. Donc il faut tenir compte du conducteur, des particularités, des caractéristiques qui vont passer dans le conducteur. Il s'agit sinon pas d'une vitesse de porteur qui nous intéresse, mais plutôt d'un courant. C'est le courant qui nous intéresse. Voilà. Donc on voit que dans la loi F égale BLI, ben, je n'ai pas mon V dans F égale Q, VB, je n'ai pas le courant. Ben, on va faire intervenir les courants. Comment? Eh bien, ici, on va se mettre une section dans laquelle on va mettre une densité, colporteur d'une densité de courant J. Voilà, J, la densité de courant. Bon, à côté de ça, on va mettre bien sûr notre force et comment on appelle ça, la force, l'induction qui va provoquer la force et comment on appelle ça, la force de la place qui va être engendrée, même cette fois-ci par rapport à un courant. Mais dans un premier temps, je fais référence à une densité de courant et pas un courant, hein. Voilà. Donc comment est-ce que je peux écrire cette loi-là? Donc on sait bien que dQ c'est quoi? dQ, dQ c'est le nombre de charges fois la charge élémentaire en volume. Donc en volume, le volume c'est dV. Voilà. Ça c'est le nombre de charges qui passe dans un volume, on va dire dV.
Nombre de charges qui passent dans un volume dV, c'est NQ, c'est le nombre de charges élémentaires Q, fois l'élément dV. Voilà. Donc je dois intégrer dans la formule, enfin intégrer pas au sens mathématique du terme, mais intégrer, c'est incorporer dans la formule. J'espère qu'on voit parce qu'ici, voilà. Voilà, ici. Donc je dois incorporer dQ, donc dQ, et dQ c'est NQ dV. dV c'est le volume, hein. C'est une variation de volume. V vers B. Voilà. Bon, ensuite, mais le dV, c'est facile. Parce que on va le mettre par rapport à le volume, on va l'unité de volume ici dV, on va le mettre par rapport à la surface ds fois l'élément de longueur dl. Voilà, donc on va incorporer dans dV, df c'est quoi? C'est nq ds fois dl. Voilà, je vais remettre le dessin ici, voilà. Et là on a v vers b. Bon, est-ce que j'ai mis un courant? Non, pour l'instant j'ai pas de courant. Pour l'instant. Je ne vois pas de courant. Je vois une vitesse de porteur, mais on ne connaît pas toujours la vitesse des porteurs. Donc je vais faire intervenir le courant. Mais comment faire intervenir le courant? Donc j'ai l'induction qui est là, j'ai la vitesse des porteurs, j'ai le nombre de charges Q, N fois Q, et j'ai le volume ds fois dV. Ouais, mais en faisant ça, je fais apparaître quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Le courant. Je fais apparaître le courant. Donc, si je laisse ds fois dl ici, voilà, et je fais rentrer dans le produit vectoriel nq avec la vitesse. Voilà. En faisant ça, je fais apparaître la densité de courant nqv et la densité de courant J. Donc, ce que j'avais mis tout à l'heure comme vecteur J. C'est le vecteur J. nqv et le vecteur J. Voilà. Donc, nqv et le vecteur J. Donc maintenant, ma nouvelle loi, j'ai une densité de courant. Donc j'ai J vers B. Voilà, on commence à trouver que, on commence à voir que le F égale BLI va apparaître. J'ai bien l'induction et j'ai bien une densité de courant qui va me faire apparaître un courant. Voilà. Et le DL, il est où? Le DL, il est là. Le DL est là. Donc j'ai le DL, j'ai une densité que je dois encore travailler et j'ai l'induction. Donc j'ai BLJ. J'ai BLJ. Mais en élémentaire, bien sûr, parce que c'est infinitésimal tout ça. Hein. C'est DF. Voilà. Bon. Donc je vais réécrire. Donc j'ai DF égale, on a dit DS DL, DS fois DL fois J vectoriel P. Voilà. Alors, je vais mettre le DL à l'intérieur, DS fois JDL vectoriel B. Mais comme J et DL sont collinaires, l'élément DL, on peut le considérer comme étant un vectoriel. J et DL sont collinaires, c'est comme I et DL sont collinaires aussi. Donc, comme ils sont collinaires, je peux écrire que c'est la même chose que d'écrire JDL. Voilà, vectoriel B. Voilà. Alors, maintenant, le JDL avec le S,
si je fais J fois ds fois dl vectoriel b, voilà qu'apparaît la densité de courant par unité de surface fois la surface. Oui, la densité ici, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait elle est considérée comme constante. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai considéré, je veux dire, dans la géométrie du fil de cuivre ici, du fil métallique, que l'épaisseur ici était très petite par rapport à la longueur du fil. Donc fatalement, quand c'est dans la géométrie, la longueur est très petite par rapport à la, comment est-ce qu'on appelle ça, à la longueur, on peut dire que le J est constant. J est constant. Donc ici, unité, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, la densité de courant par unité de surface fois ds, eh bien ça fait le courant I. Voilà. Donc on a IDL, VB, vectoriel B. Voilà. Et si je fais rentrer le I à l'intérieur ici, ça donne IDL vers B. Voilà. Pour l'élémentaire DF. Bon, maintenant, on va voir ça. Donc ici, on a un élément de longueur DL. Ceci, c'est DL. Voilà. C'est un vecteur DL. Voilà. Et ceci, c'est un conducteur de longueur L. Donc on a un élément de longueur DL. Mais le courant, I, on a dit qu'il est collinéaire à DL. Ils ont même direction. Voilà. Et IDL, si vous voulez, c'est un élément de courant. Ouais, c'est mathématique. Hein. Parce que ça n'existe pas un élément de courant. Mais bon, on a un courant, mais on n'a pas un élément de courant. Donc IDL, c'est un vecteur qui représente un élément de courant. Mais je peux dire aussi, voilà, enfin bref, c'est quand je parle en élémentaire, je peux créer un élément de courant. Parce que, en général, ce sera un courant I, pas un élément de courant. Hein. Voilà. On parlera de courant, pas jamais d'élément de courant. Ça, c'est plutôt une supposition, je veux dire, à caractère mathématique. Bon, idéal. Si maintenant j'ai le vecteur B qui est comme ceci, l'induction B, donc je vais mettre le DL ici, en vecteur. Ouh. Là j'ai le DL. Le DL comme ceci. Voilà. Avec sa flèche au-dessus pour dire que c'est un vecteur, c'est ça que je voulais faire. Mais en fait il s'est réécrivait sur la ligne, donc on ne voyait pas comment est-ce qu'on appelle ça le. Donc ici c'est l'élément DL. Et là c'est le vecteur DL. Voilà. Bon, maintenant, j'ai l'angle entre I et DL qui vaut phi. Voilà. Donc, si j'écris DF, l'élément de force infinitésimal DF créé par le champ B et le courant de passage, non pas corpusculaire, mais on va dire courant de charge libre dans un métal, DF égale quoi? On a dit I DL vers B. Voilà. IDL vers B. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner ça? Comment va être donnée la force? Eh bien, ici, c'est la règle du tire-bouchon. Puisque c'est un produit vectoriel, on a un vecteur V3. Ici, on a un vecteur V1. C'est V1 vectoriel V2. Alors, on sait bien que la règle du tire-bouchon, pour les produits vectoriels, ça donne quoi? Le produit vectoriel, c'est un vecteur ça donne comme résultat un vecteur qui est perpendiculaire au point formé par les vecteurs V1, V2. Et je vais montrer dans quel sens d'orientation. Bon, si j'ai V1 comme ceci et V2 comme ceci, la règle du tire-bouchon, si le sens de rotation est de V1 vers V2, dans le sens antéhorlogique, ben le vecteur, si j'applique la règle du tire-bouchon,
j'ai un vecteur V3 sortant du plan. Voilà. Ça c'est V1 vers V2. Et maintenant, si j'ai pas me tromper, donc je vais mettre V1 cette fois-ci, V1 ici et V2 ici. Là, je ne vais pas de V1 vers V2, mais je vais de V1 vers V2 dans le sens ici antihorlogique, là, de V1 vers V2 dans le sens horlogique. Donc le vecteur ici, par la règle du tire-bouchon, je tourne pour le tire-bouchon, il va entraîner, voilà, il va s'entraîner vers le bas. Et donc le vecteur V3 est bien ceci. Donc ça c'est quand je fais, j'espère qu'on voit, ouais, ok. Donc là on a fait V1 vectoriel V2, alors que là on a pratiqué, oui, voilà, V1 vectoriel V2, mais ici on a fait V2 vectoriel V1. Voilà. Non, c'est tous les deux V1 vers V2. Et là, si, V2 vers V1. Là j'ai fait de V2, oui, voilà, c'est ça. En fait, là j'ai fait V1 vectoriel V2, alors que là j'ai fait V2 vectoriel V1. Alors, ça donne quoi avec les IDL? Mais si on pratique ça, IDL, ça donne quoi? IDL, et là j'ai DF, B. Alors, on a deux cas de figure. Donc, en fait, il suffit d'appliquer la règle du tire-bouchon. Hein. Donc, on a quoi? S'il tourne dans le sens non horlogique, on a un vecteur. La règle du tire-bouchon va entraîner le vecteur DF vers le haut. Voilà. Par contre, si maintenant le idéal est ici, et le B est comme ceci, donc cette fois-ci je tourne dans le sens anti-horlogique. Et si je tourne avec le tire-bouchon, ça va entraîner, je veux dire, le vecteur DF vers le bas. Voilà. Donc maintenant je peux appliquer une règle que je peux créer moi-même. En fait, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça? La règle de la main droite. Donc, quand le idéal, ce serait le, comment est-ce qu'on appelle ça? Le idéal serait le majeur. La règle, ici je vais appliquer une règle de main droite. Ici on aurait le majeur, le pouce pour l'induction. Ici le pouce pour l'induction. Et alors pour la force, ce serait l'index. Voilà. Donc je vais appliquer ça ici. Le idéal c'est le majeur. Le pouce pour l'induction, et bien l'index montre bien le bas. Donc en fait, voilà. Donc j'ai deux sens possibles de rotation, horlogique ou anti-horlogique. Si le premier vecteur entraîne dans le sens horlogique, dans le sens anti-horlogique vers le deuxième, à ce moment-là, le vecteur est sortant du plan formé par les deux vecteurs de base, c'est-à-dire idéal et B. Par contre, si idéal entraîne dans le sens non horlogique pour aller faire le produit vectoriel idéal vers vectoriel B, si ça entraîne dans le sens non horlogique, on aura un vecteur sortant du plan, sortant du plan. Donc il y en a un qui est rentrant du plan et l'autre il est sortant du plan. Bon, mais ici, quand j'ai fait cette petite règle que j'invente avec la main droite, je peux mettre n'importe quel angle entre le pouce et l'index, hein, parce que entre le pouce et l'index, j'ai phi.
Voilà. Ce qui veut dire que, bon, si j'applique, si je fais maintenant, donc on peut le faire soit avec la main droite, ou soit avec la règle du tire-bouchon. Hein. Ça, faut aller voir les produits vectoriels, comment ça va. C'est dû au fait de la conséquence du produit vectoriel en soi, en fait. Voilà. Bon, maintenant, voyons l'intensité de df. Mais plutôt, voyons ça non plus en règle infinitésimale, mais en, comment on appelle ça, en force normale, en grande force normale, non plus en infinitésimale pour un élément, mais pour une force de grandeur f. Voilà. L'intensité, elle vaudra quoi? La force de f, elle vaudra donc I, non pas fois dl, parce que je ne suis pas en élémentaire, mais I fois L, voilà, fois l'induction B, fois, et comme c'est un produit vectoriel, il y a un sinus phi qui intervient. Voilà. Donc, I fois L, ça fait IL, I fois L, c'est IL, fois B. Et là, en norme, on dit que ce sera F égale B, L, I, sinus phi. Ben voilà. Donc, on a bien la loi de Laplace avec F égale BLI, comme on l'avait dit au départ. F égale BLI. Donc, on a bien, je veux dire, démontré que bon, F égale BLI et qu'on sait trouver, je veux dire, les vecteurs par la règle de la main droite. Bon, maintenant, je vais remettre tout en trirectangle. C'est-à-dire, non plus fonctionner avec un angle entre le pouce et l'index et le majeur de n'importe quel angle, mais je vais le mettre à 90. Comme ça, je vais utiliser une règle de trièdre trirectangle. Donc pour ça, il faut que je fasse phi égale 90 degrés. Donc si phi égale 90, sinus phi égale 1. Donc on a f égale BLI. Voilà. Donc quand l'angle de 90 degrés entre IDL et B, entre le courant et l'induction, quand on a 90 degrés, eh bien, la norme elle vaut f égale BLI. Il ne faut pas tenir en compte l'angle à ce moment-là. Voilà. Alors maintenant, encore autre chose à dire. Donc F égale BLI. Oui, oui. Donc en fait, ça c'est une règle quand on a fait, bien sûr, F égale à la somme de DF. Hein. F c'est la somme de tous les éléments de force DF. Tous les petits DF, ben, ça devient F parce que c'est la force. Je veux dire, normale. C'est la force normale qui est égale à la somme de toutes les forces infinitésimales. Et généralement, bon, c'est toutes les forces infinies dénombrables qui donnent la force grand F. Bon, maintenant, c'est la même chose pour DL. La somme des DL, ça vaut L. La somme de tous les éléments de longueur DL me donne toute la longueur L du fil. Toute la longueur L du fil. D'où le L, ce sera la longueur du fil. Le B, c'est le champ d'induction où baigne le fil. Et le courant, c'est le courant qui va passer dans le fil. Voilà. Mais maintenant, ceci étant dit, je peux... Donc on a dit F égale BLI. F égale BLI. Donc on a bien notre loi. F égale BLI. Mais maintenant, on va plus mettre DF. Donc on va appliquer la règle de la main droite avec F. IDL, bon, DL, on va considérer non plus IDL, mais le vecteur I. Hein. C'est un jeu de passe-passe. Donc ce sera le vecteur I. Voilà. IDL, je vais le considérer comme étant le vecteur I. De toute façon, I et DL sont collinéaires, donc ont même direction. Donc c'est comme cette J, on avait dit,
on avait dit J était collinéaire à DL, qui lui est collinéaire à, comme J c'est la densité de courant, donc fatalement J et I ont même direction, donc on peut parler de vecteur courant. Hein. Bon, ici je vais considérer comme étant un vecteur courant. Voilà, donc ici j'ai le I en main droite, hein. I, B, I, en trièdre trirectangle, voilà. Voilà, j'aurai I, B et F. Voilà. Donc I, B et F. Et phi tourne dans ce sens-là, donc il n'y a aucun souci. Hein. Donc voilà la règle. Donc, comme on a dit, la règle de en main droite, on aura quoi? Ben, on l'a dit. Donc le I ce sera en règle de main droite, le I ce sera le majeur. Ici c'était le majeur. Donc le majeur c'est celui-là. Majeur, B c'est le pouce. Donc en règle de main droite, le I c'est le majeur. Le B c'est le pouce. Et le F c'est, comment ça s'appelle ça, l'index. Voilà. Donc I c'est le majeur, B c'est le pouce et F c'est l'index. Bon maintenant, si ça c'est pour la règle de la main droite. On va essayer de tourner ça en règle de main gauche cette fois-ci. Et c'est la règle de la main gauche qui est utilisée. Voilà, maintenant je vais faire une règle de main gauche. Alors, si je prends la main gauche pour avoir plus facile, ben, je fais ça en trirectangle. Donc le B ce sera le pouce. Non, je m'excuse, l'index. Donc on aura toujours I en vecteur, B et F. Voilà. Alors, le I, pour avoir cette configuration-ci, ben, le F ce sera le pouce, le B l'index, et le I le majeur. Voilà. Et on voit quelle est la différence entre la règle de la main droite et la règle de la main gauche. Ben, I c'est toujours le majeur. Là, il n'y a rien qu'à changer. Le I c'est le majeur. Dans les deux cas de figure. Par contre, la force c'est le pouce pour la règle de la main gauche, alors que le pouce est l'induction. Par contre, pour la règle de la main gauche, l'induction c'est l'index. Induction index, d'ailleurs on peut retenir ça comme ça, induction index, et que pour la règle de la main droite, l'induction c'est le pouce. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est juste, on va dire, c'est juste au niveau des doigts que le pouce est devenu index et l'index le pouce. Le pouce est devenu index et l'index est devenu le pouce. Voilà. Il n'y a que ça qui change. Voilà. Sinon au niveau du courant, ben, c'était tous les deux le majeur. Que ce soit pour la règle de la main droite ou la main gauche. Voilà. Donc ceci, on va beaucoup l'appliquer, je veux dire, pour les forces de déviation concernant, je veux dire, le faisceau de courant qui traverse des bobinages. Voilà, donc ça c'est la règle de la main gauche, et ça c'est la règle de la main droite. Donc, force pour le pouce, B pour l'index, et courant pour majeur, pour la main gauche, et pour la main droite c'est... on pourrait dessiner ça comme ça, hein, avant de quitter. Je vais mettre
si je dessine le pouce, l'index et le majeur. Voilà. La main gauche. Alors, donc on aura F, B, I. F, F, B, I. F, B, I pour la main gauche. Voilà. Donc, si une règle mémotechnique, c'est j'ai mes 5 mains comment on appelle ça, de la main gauche. J'ai les 5 doigts de la main gauche. Je retire les 2 petits et j'écris FBI. Et à ce moment-là, on fait le tri rectangle. Voilà, et c'est très simple. Donc, je prends la main gauche, hop, j'écarte les 2 petits, je prends les autres. J'écarte les 2 plus petits des 4 là, il m'en reste 3. Bon, 3, j'écris FBI comme je veux dire, le bureau d'investigation américain. Donc FBI. Et donc à ce moment où vous faites ça, on a la force qui est au pouce, l'induction qui est à l'index et le courant qui est au majeur. Donc très facile à appliquer. Hop, FBI. Je répète encore une fois. Hop, FBI. Voilà, donc il n'y a aucun souci d'avoir peur d'oublier, c'est assez simple. Je vous remercie.